Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse ce matin, les réactions au sommet de l'OTAN qui s'est achevé hier à Ankara. Un rendez-vous qui a ressemblé à un tour de montagne russe. Et à la une ce matin du Financial Times, des dirigeants enfin tout sourire autour d'un président Trump enchanté par l'amour, je le cite, présent dans la pièce. Voilà pour la photo de la famille et le happy end. Malgré tout cela, le site américain Axios évoque un sommet troublé et troublant, marqué par les menaces de Donald Trump et sa campagne permanente, je cite, pour humilier les dirigeants européens. À l'arrivée, tout le monde a pas mal le tournis. Le Figaro raconte que les alliés de l'OTAN se retrouvent déstabilisés par la posture schizophrène de Donald Trump, et le journal belge Le Soir parle d'un sommet sauvé des eaux en fin de partie par son boulet, Donald Trump, qui a, comme à son habitude, soufflé le chaud et le froid. La conclusion du Wall Street Journal est assez cruelle pour les pays membres de l'OTAN, les partenaires des États-Unis, accusés d'avoir abaissé leurs exigences en matière de réussite, satisfaire Donald Trump et de considérer dorénavant comme une victoire le simple fait qu'il n'ait pas menacé d'abandonner complètement ses alliés. Le président Trump qui a annoncé qu'il allait autoriser l'Ukraine à fabriquer des missiles patriotes. Le Monde évoque toutefois une promesse aux contours flous et rappelle que seuls 2 pays ont l'autorisation de fabriquer les patriotes en dehors du territoire américain, le Japon et l'Allemagne, dont la production sur le site de Schrobenhausen est d'ores et déjà prévue pour l'Ukraine, mais démarre à peine. Les délais avant que Kiev soit en mesure d'en produire elle-même s'annoncent encore plus longs, notamment à cause de la nécessaire sécurisation de ce site futur. D'après le New York Times, cette éventuelle production ukrainienne prendra des années, d'autant que l'annonce du président Trump a été faite sans qu'aucune entreprise américaine concernée ne soit informée de cet engagement. Et de son côté, la Russie peut compter sur le soutien de la Corée du Nord. Le Kiev Post qui cite le renseignement militaire ukrainien, le journal affirme que Pyongyang fournit désormais entre 25 et 40% des besoins de la Russie en munitions d'artillerie, et que la Corée du Nord lui a aussi livré plus de 100 missiles balistiques, 600 systèmes d'artillerie, 7 millions d'obus depuis juin 2023. Moscou, on le sait, cherche aussi à recruter à l'étranger pour pallier le manque de volontaires. D'après un rapport d'une ONG citée par la Croix, au moins 361 Égyptiens ont été recrutés par l'armée russe pour combattre en Ukraine. Parmi eux, beaucoup de jeunes attirés par des bourses d'études alléchantes. À Gaza, malgré l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, les civils continuent de mourir, dont beaucoup d'enfants. Oui, depuis le soi-disant cessez-le-feu du 10 octobre, 1050 Palestiniens ont été tués dans l'enclave, dont 28% d'enfants, selon l'ONU. Des chiffres, vous le voyez, relayés par le quotidien La Croix, alarmés de voir le peuple de Gaza disparaître de nos radars, comme s'il était tombé dans un trou de l'histoire. À Gaza, les enfants continuent de mourir et ceux qui survivent sont pour beaucoup mutilés. L'enclave détient le record du plus grand nombre d'enfants amputés par habitant de la planète, d'après l'OMS, et Le Monde raconte leur très difficile reconstruction, malgré les déplacements forcés et la pénurie de soins. On va parler notamment dans ce reportage d'Akram Al-Fayoumi. Il a 13 ans, il a été amputé de la jambe droite et du bras gauche, qu'il a perdu le 4 août 2024, alors qu'il s'apprêtait à laver ses rollers avant de retrouver ses copains. 2 missiles sont tombés sur l'école où il avait trouvé refuge avec sa famille. Revenu à Gaza après avoir été évacué et mal soigné en Égypte, il vit aujourd'hui dans l'insalubrité des tentes et les maladies, la chaleur, avec une prothèse mal adaptée. Il raconte les décharges électriques qui parcourent son bras amputé, les douleurs provoquée par l'os de son genou qui continue de grandir et lui perce la peau. Les souffrances infligées par l'armée israélienne qui concernent aussi les détenus palestiniens. The Guardian publie cette photo d'un prisonnier en sous-vêtements, les yeux bandés, attachés à une barre de fer, une photo qui a déjà été largement diffusée sur les réseaux sociaux et qui corrobore, selon le quotidien britannique, les accusations de torture infligées par Israël à des détenus palestiniens, des actes qui relèvent du crime de guerre, selon des ONG de défense des droits humains. The Guardian qui fait aussi état, Pauline, de la mort dans une frappe israélienne
israélienne d'un travailleur humanitaire qui organisait des projections de la Coupe du Monde à Gaza. D'après le journal, Mohamed Al-Waidi est décédé lorsqu'un missile est tombé sur son taxi juste avant les 8e de finale du mondial entre l'Égypte et l'Argentine. Et un mot pour terminer de la rencontre ce soir entre la France et le Maroc en quart de finale du mondial. Le Parisien aujourd'hui en France annonce un choc royal entre deux formations sûres de leur force et deux nations étroitement liées par leur histoire. Le Maroc, équipe redoutable que les Bleus connaissent bien puisqu'ils avaient su écarter l'équipe marocaine 2-0 en demi-finale de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Voilà pour le rappel du quotidien sportif L'Équipe. Les destins croisés de l'ex-puissance coloniale et de son ancien protectorat, retrouvé aussi ce matin du côté du journal L'Humanité. Le journal communiste est allé à la rencontre des binationaux qui vont vivre, comme en 2022, un match un peu particulier. Beaucoup de ces franco-marocains disent ne pas se sentir 50-50, mais pleinement les deux. L'un d'entre eux rappelle que le foot est là pour rassembler et non diviser, que le meilleur gagne.